Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre édition, le 5e forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. L'événement s'est tenu ce vendredi à l'auditorium de la primature. C'était en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les effondrements d'immeubles, on en parlera également ce soir. La Côte d'Ivoire en a enregistré plusieurs ces dernières années. Des bâtiments qui s'écroulent à tout vent comme des châteaux de cartes. À qui la faute? Où se situent les responsabilités? La réponse dans une poignée de minutes. Et puis Coupe du Monde 2018, pour la deuxième journée du groupe D, le Nigeria a créé la surprise en Russie. Le Nigeria qui affronterait l'Islande ce vendredi s'est imposé par 2-0. Voilà pour les titres. Quelle inspection générale d'État pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Thème du 5e forum de l'inspection générale d'État et institutions assimilées. L'événement s'est tenu ce vendredi, c'était à l'auditorium de la primature, en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Herman Guivet. Une cérémonie d'ouverture du 5e colloque international du Forum des inspections générales d'État, d'Afrique et d'institutions assimilées qui offre l'opportunité aux inspecteurs généraux d'État des pays participants d'envisager les voies et moyens pour renforcer leur efficacité dans leur rôle d'organe supérieur en charge du contrôle interne et d'audit interne. Réunir ces importantes institutions en mettant en place une plateforme d'échange et de réflexion et avoir un outil de vulgarisation des missions primordiales des institutions membres a abouti à la création des fiches. Cette organisation a également pour ambition de promouvoir le rôle majeur que jouent les institutions supérieures de contrôle dans la gouvernance de nos pays. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. En sa qualité de président du comité directeur de ce forum, l'inspecteur général d'État de la Côte d'Ivoire est intervenu sur les grands axes de ce forum. Ce colloque devra nous conduire à mener plus longuement la réflexion sur l'étendue et les limites de nos missions. Il nous revient donc d'être des institutions ou structures au service de nos États en charge de veiller sur la bonne gouvernance de conformité pour le respect des lois, des règlements et des procédures. Il nous semble important de mettre l'accent sur deux autres points, à savoir l'audit basé sur les risques et la formation des acteurs du contrôle et de l'audit interne. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé toute l'importance de la tenue d'une telle rencontre. Le président de la République suit vos travaux et demeure ouvert à toute proposition de mesures et de réformes, à toute recommandation visant à améliorer le dispositif de contrôle et d'audit interne existant et d'une manière générale la bonne gouvernance. Du reste, j'en suis convaincu, l'ensemble des chefs d'État d'Afrique qui ont autorisé votre participation à cette rencontre de grande importance suivent avec grand intérêt les conclusions et les recommandations qui résulteront donc de ce colloque. Faisant cas des efforts engagés par la Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a déclaré ouvert la tenue du 5e colloque du Forum des inspections générales d'État, d'Afrique et institutions assimilées. Le 2e forum africain sur la transformation, lui, s'est achevé ce jeudi à Accra, la capitale ghanéenne. La cérémonie de clôture marquée par un haut panel de haut niveau autour de la transformation économique du continent. Depuis Accra, le compte-rendu de Mama Traoré. Gouvernants et hommes d'affaires réunis pour débattre d'une problématique majeure, que faire pour rendre les économies africaines plus compétitives et prospères? Autrement dit, comment booster la transformation économique du continent? Pour y parvenir, le président ghanéen Nana Akufo-Addo suggère la bonne gouvernance, une position soutenue par son homologue rwandais Paul Kagame, qui pose également comme préalable à toute transformation le changement des mentalités. Représentant le président Alassane Ouattara à ce 2e forum africain sur la transformation, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a partagé l'expérience ivoirienne. Nos pays africains ont la vision. Ils ont souvent donc la volonté, mais il faut travailler, me semble-t-il, sur les 3 aspects importants suivants. Le capital humain, avec le développement concernant l'éducation et la santé,
Deuxièmement, l'industrialisation, transformation des matières premières, mais aussi transformation de tous les secteurs de matières premières non agricoles, miniers, etc. Et le troisième élément, travailler davantage en matière donc des services portuaires, aéroportuaires. Le secteur privé est un acteur majeur de la transformation économique du continent. C'est pourquoi l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote plaide pour une baisse de la pression fiscale afin de favoriser l'essor des entreprises africaines. Autre obstacle à la transformation économique du continent, la corruption. Selon les acteurs de ce panel de haut niveau, ce phénomène doit être combattu sous toutes ses formes. Avant de quitter Accra, Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, avant d'échanger avec le président en exercice de l'Union africaine, le président rwandais Paul Kagame. Retour en Côte d'Ivoire pour poursuivre ce journal. La Loka, le principal barrage qui approvisionne Bouaké et les départements de Sakassou et Botro en eau potable à Tari depuis maintenant quelques mois, depuis précisément le mois d'avril. La région de Bouaké est donc confrontée depuis quelques mois à une pénurie d'eau sans précédent. Notez que le président de la République, Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement à l'effet de trouver une solution rapide et durable à cette situation. Et bien 3 mois après, l'eau coule de nouveau dans les robinets de Bouaké, cela au grand bonheur des populations. Constat sur le terrain avec Kader Sogodougou. Après 3 mois de pénurie pour certains et 4 mois pour d'autres, l'eau coule à nouveau dans les robinets de certains ménages à Bouaké. S'il n'y a pas l'eau, on souffre beaucoup. On puise l'eau tous les jours. Ça nous fatigue, sincèrement dit. Donc il y a l'eau, on est contente. La sphère universitaire n'est pas en reste. Ces étudiants du campus 2 de Bouaké ne cachent pas leur joie de retrouver l'eau à la pompe. On a souffert ici parce qu'il y avait des citernes qui venaient donner de l'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau des robinets, bien potable, on est heureux. Au chef de l'État, nous disons merci pour ses efforts et pour sa gratitude envers nous les étudiants. La commune de Sakassou, durement frappée par la pénurie, a enfin de l'eau dans les robinets. Ici à Sakassou, on a fait 3 mois sans avoir de l'eau. Merci au gouvernement. Cette eau, elle est vraiment limpide. Auparavant, l'eau qu'on buvait, c'était rougeâtre. On s'en souvient. Dès la 2e semaine du mois d'avril, alors que Bouaké venait de célébrer Pakinou, une dure réalité allait changer les habitudes. La Loka, le principal barrage qui fournit de l'eau potable à Bouaké Nord, Ouest et Centre, ainsi qu'au département de Sakassou et de Botro, à Tari. La pénurie d'eau est inévitable. Les bidons jaunes apparaissent dans les rues de Bouaké. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Instruction ferme est donnée à l'Office national de l'eau potable, ONEP, de servir les populations sinistrées en eau potable. Ces camions-citernes apparaissent alors dans le paysage de Bouaké et de ses environs. L'eau est distribuée gratuitement. Le ministère des Infrastructures économiques remet en état 95 pompes villageoises pour la disponibilité de l'eau dans le monde rural. Le 1er mai, le président de la République, Alassane Ouattara, monte au créneau. La pénurie de l'eau à Bouaké préoccupe le palais présidentiel. Ses orientations sont claires. La diversification de l'offre. Le barrage de Gonfreville et celui du Camp vont renforcer la desserte en eau potable. Des travaux sont en cours dans ce sens. La station est déjà sur pied. On a tous les éléments. Les raccordements sont en cours. Nous sommes à la phase de montage de l'usine Sanfutur de 360 mètres cubes que nous avons prévu monter sur le camp pour soulager la population de Bouaké. Ici, nous allons avoir autour de 200 mètres cubes pour mettre dans le réseau de Bouaké. Normalement, si tout se passe bien, sans blocage, à mi-juillet, tout sera mis en service. Une fois ces travaux terminés, avec les 2000 mètres cubes jour qu'on aura pour cette usine-là, on pourra directement apporter de l'eau dans les quartiers en continu ou de façon délestée sur Gonfreville, zone industrielle, Dar es Salaam 1, Tola Kwadjokro et puis Dar es Salaam 2 également. Des forages sont réalisés et fournissent déjà des notes de satisfaction à Bouaké et à Sakassou. Ici, nous sommes dans le quartier Djamourou Liberté et cette zone abrite 3 de nos forages qui viennent d'être raccordés. On aura soulagé les quartiers de Dar es Salaam 2 et de Kamounokro. Il y aura un renforcement sur les quartiers de Liberté où nous sommes, puis un peu plus bas de Gouba. Botro et Diabo également ont des forages en cours de réalisation.
En attendant, les camions-citernes de l'ONEP vont continuer de satisfaire la population. À Boaké, des ménages sont toujours en attente d'eau potable dans les robinets. Les efforts du gouvernement continuent pour satisfaire toutes les populations. Comme on l'a vu à Boaké, il y a certains quartiers qui commencent à avoir de l'eau. Il y a Sakassou qui a de l'eau. Donc, pour résumer, le programme, c'est quoi? Faire des forages, les mettre dans le réseau, et puis dans un terme plus rapproché qui va commencer bientôt, prendre de l'eau sur le mandament à Béomi et le ramener à l'usine de la Loca pour nous ramener à la situation qui était avant la crise. En attendant, l'eau de forage a conquis certaines personnes. Je bois l'eau devant vous pour vous montrer. Bonne dégustation. Voilà un reportage signé Kader Sogodogo. Il pleut, vous le savez, depuis quelques semaines maintenant sur Abidjan et les villes de l'intérieur. En cette période pluvieuse, la prudence est de mise. Il y a une conduite à tenir pour donc éviter les risques. Et c'est justement de cela que nous parle Serge Koléa dans ce reportage. Alerte à inondation, les bons comportements. Suivez régulièrement les informations à la télévision, à la radio, sur Internet et les réseaux sociaux officiels. Évitez de vous déplacer ou de traverser une zone inondée à pied ou en voiture. Éloignez-vous des eaux de ruissellement et des caniveaux. Installez-vous en hauteur, à l'abri dans un bâtiment. Coupez l'électricité et le gaz. Mettez les produits d'entretien et produits chimiques en hauteur. Assurez-vous que les enfants en bas âge sont à portée de vue d'un adulte. Ne laissez pas les enfants jouer dans les eaux de ruissellement. Souciez-vous des personnes proches, signalez votre départ, destination et arrivée à vos proches. Ayez une torche avec des piles chargées, ayez un téléphone fonctionnel avec les numéros d'urgence enregistrés, ayez des bouteilles d'eau, du lait pour les enfants et des médicaments. Numéro d'urgence 180 pour les pompiers, 01 93 28 44 64 49 69 pour la police, 22 47 87 03, 22 47 87 36 pour l'Office national de la protection civile. N'appelez les secours qu'en cas d'urgence. Ne pas encombrer les lignes d'urgence pour permettre de sauver des vies. Et toujours dans la même veine, je vous fais lecture de ce communiqué émanant du ministère des Transports afin de permettre aux automobilistes de se déplacer en toute sécurité en cette période pluvieuse. Le ministère des Transports appelle à l'attention de tous sur les principaux dangers donc de la circulation en temps de pluie et sur les précautions à prendre. Notamment adopter une vitesse réduite, respecter les distances de sécurité en roulant, disposer d'essuie-glaces nets, disposer de bons pneus et de bons phares, allumer les feux de croisement pour être bien vu, respecter les consignes des forces de l'ordre et de sécurité dans la régulation donc, de la circulation. En cas de panne sur la chaussée, signaler le véhicule avec un triangle de présignalisation, puis le faire enlever sans tarder. Éviter également de dépasser, éviter donc les dépassements et les stationnements dangereux. Et c'est signé du ministère des Transports. On poursuit avec cet autre sujet qui fâche, les effondrements d'immeubles. On en parle donc ce soir. La Côte d'Ivoire en a enregistré plusieurs ces dernières années. Des bâtiments qui s'écroulent à tout vent comme des châteaux de cartes, des immeubles bâtis sans permis de construire, avec tous les risques que cela comporte. À qui la faute? Où se situent les différentes responsabilités? Le dossier de ce soir est signé Didier Nguessan et Franck Quadio. Marcory, zone 4. Cet immeuble de 8 étages en construction est mitoyen à une résidence R+1. Les voisins se plaignent. Ils ont construit un bâtiment après le R+9. Ça veut dire que la maison est tellement approchée à la nôtre que ça fait que la maison est complètement affaissée. Tout était en lambeaux. On a même fait venir LBTP, ils ont évalué, ils ont tout vu. On peut évaluer au moins à 400 millions de dommages. Un conflit de voisinage, l'affaire est en justice. Cet immeuble fait partie des 57 chantiers recensés dans les communes de Marcory et Koumassi.
90% d'entre eux ne respectent ni les règles de construction, ni les prescriptions du permis de construire, selon le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Des manquements qui, dans le pire des cas, peuvent provoquer des effondrements. Le 13 juin dernier, un immeuble R+4 s'est effondré à Yamoussoukro, causant une vingtaine de victimes. En 2013, 6 autres immeubles se sont écroulés à Abidjan, causant la mort d'une dizaine de personnes. Parmi les causes, des sites de construction inappropriés et la qualité des matériaux de construction. Ces matériaux sont contrôlés par le laboratoire du bâtiment et des travaux publics LBTP. Le béton est composé généralement de sable, de gravier, de ciment qu'on mélange dans certaines proportions et on y ajoute de l'eau. Les critères, c'est d'avoir des bons matériaux, des matériaux qui respectent les normes et de les mélanger dans les proportions qu'il faut. Comment les professionnels du bâtiment s'y prennent au quotidien? L'architecte fournit un plan. Nous allons envoyer au bureau d'études. Et le bureau d'études a besoin de certains éléments du terrain. Les éléments géotechniques, donc c'est les laboratoires qui le font. Ils viennent tester le sol pour donner la résistance, la distance de la nappe phréatique et tout ça. Quand il finit ça, on donne au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage maintenant peut prendre un bureau de contrôle pour venir suivre les travaux. Et le bureau de contrôle doit valider à chaque étape. Pour 50 kg de ciment, on utilise évidemment la moitié en eau, en litres, ça va faire à peu près 25 litres d'eau qu'on mélange. Et puis il y a la loi des 3 brouettes. Pour 3 brouettes, il faut un paquet de ciment de 50 kg et 25 litres d'eau. De sorte que lorsqu'une maison est construite, ça puisse résister non seulement au vent, aux intempéries. En plus de ne pas toujours respecter cette procédure, certains entrepreneurs en bâtiment et maîtres d'ouvrage emploient des ouvriers, souvent peu qualifiés. La brigade d'investigation et du contrôle urbain veille au respect des règles de construction. Ce matin, elle visite plusieurs chantiers en présence du premier responsable du guichet unique du permis de construire et du directeur de l'architecture et des matériaux. Mais ça, vous voyez, regardez. Vous voyez, les gravats, tout ça, ça tombe sur le voisin. Sur ce chantier fermé, il y a un mois par la brigade de contrôle, les ouvriers continuent néanmoins de travailler. Cela traduit une défiance vis-à-vis de l'administration. Et c'est vraiment de l'incivisme. Ce monsieur a eu un permis de construire pour faire une habitation et il a construit un hôtel à la place. Ça n'a pas été autorisé par l'administration. Et ça, c'est une faute. Plusieurs irrégularités sont constatées. Le recul réglementaire par rapport à la voie qui est de 5 mètres n'est pas respecté. Le recul réglementaire de 2,75 m par rapport aux voisins n'est pas respecté parce qu'on a droit d'être mitoyen sur un seul côté mais pas sur deux côtés. Le coefficient d'occupation du sol n'est pas respecté. Si vous avez un terrain d'une superficie de 100 mètres carrés, vous ne pouvez bâtir que 40 mètres carrés. À ces dysfonctionnements, il faut ajouter l'insuffisance de mesures de sécurité sur les chantiers. Informés de la présence des agents de contrôle dans la commune, des ouvriers se sont dépêchés de quitter cet autre chantier, irrégulier mais toujours en activité. On apprendra plus tard qu'ils ont repris le chantier après le départ des contrôleurs, un chassé-croisé entre régulateurs et promoteurs immobiliers. Ces derniers poursuivraient notamment les travaux d'autres chantiers officiellement fermés le jour. Passé les mises en demeure et les injonctions du ministère de la Construction, le dernier recours reste la démolition des bâtiments. Une mesure qui coûte cher aux contribuables. Démolir un bâtiment de 3 niveaux jusqu'à R+8 coûte entre 20 et 60 millions de francs CFA selon l'emplacement et les matériaux utilisés. Un budget qui prend aussi en compte les risques liés à la sécurité des biens et des personnes. Des modifications sur les bâtiments sont donc privilégiées en vue de corriger les défauts. Face au risque d'effondrement du bâtiment, le directeur de l'architecture et des matériaux avertit. Si on construisait un bureau de contrôle qui va valider les différents plans d'exécution et suivre les travaux, naturellement, au bout du rouleau, on va arriver à une situation de catastrophe où les bâtiments vont se couler. Mauvaise qualité des matériaux, absence du permis de construire, non-respect des règles de construction, autant de manquements. Retour sur ce plateau pour évoquer à présent la 7e réunion des ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens. L'événement a lieu à Abuja, c'est au Nigeria. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, y participe. Notez qu'il est question de renforcer la coopération entre États, justement, en matière de lutte contre le terrorisme. C'est ce que nous dit Abou Sanogo.
La consolidation des acquis de la lutte contre le terrorisme par la solidarité et les actions de développement au cœur de la 7e réunion des ministres de la Défense de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens à Abuja au Nigeria. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a présidé cette rencontre dédiée à l'examen des voies et moyens de renforcer la coopération entre les différents pays de la CENSAD dans la lutte contre le fléau terroriste à travers le soutien mutuel, le partage d'expériences et d'expertise dans les domaines de la sécurité et de la défense et l'enclenchement des dynamiques de développement. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Dr Yemi Osinbajo, a procédé à l'ouverture de la présente réunion qui a vu le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko passer le maillet au ministre de la Défense du Nigeria, pays hôte de la session 2018. La réunion des ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens est une plateforme d'échange pour trouver les solutions durables à cette situation de menace permanente. La CENSAD est le groupement sous-régional le plus important de l'Afrique. Il regroupe 28 pays africains. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a organisé la 6e réunion des ministres de la Défense. ISTC, Polytechnique en chiffres et en pourcentage, c'est le thème de l'édition 2018 des Journées du communicateur. Bonne nouvelle, dès le démarrage des festivités, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État annonce dès l'entame donc de ces festivités que des dispositions seront prises pour la réhabilitation de l'Institut. On en parle avec Nelly Ouandoué et Franck Quadio. L'ISTC Polytechnique en chiffres et en pourcentage, le thème de cette 15e édition des Journées du communicateur, l'objectif, faire une évaluation et interpréter les résultats en vue de mieux orienter l'avenir de l'Institut. À 25 ans révolus, il aura enregistré, dans un ordre différent, 9192 étudiants inscrits, soit en moyenne 383 étudiants inscrits par an. 2231 diplômés, soit en moyenne 92 diplômés par an. Moussa Sanogo, en charge du budget du portefeuille de l'État et parrain des GICOM 2018, a réitéré le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à l'ISTC et promis rehausser l'image de cet institut. Quant au ministre de tutelle Bruno Koné, il a félicité la direction de l'école et a exhorté les étudiants à plus d'abnégation au travail. Depuis 15 ans, ces journées sont organisées avec l'objectif de présenter le savoir-faire acquis à travers une formation de haut niveau, orientée métier, une formation qui allie savoir académique et pratique professionnelle. Bien des professionnels de la communication, aujourd'hui connus et reconnus, sont sortis de cette grande école qu'est l'ISTC. Vis-à-vis de l'ISTC Polytechnique, l'État affichera la même détermination pour permettre à l'Institut et à ses 5 écoles de continuer de glaner des lauriers et de gagner en notoriété, tant en Côte d'Ivoire qu'au-delà de ses frontières. L'État aidera à engager la réhabilitation de l'ensemble des infrastructures de votre établissement. Ténacité et saine émulation, les propos du patron de ces 15e journées, Thierry Talon, ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, des conseils bien perçus par les étudiants, ils se disent outillés pour conquérir le marché de l'emploi. J'ai été formée en plusieurs domaines et nous avons même réalisé des projets ici à l'ISTC et pour ça, je confirme être prête pour le marché de l'emploi. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique compte 5 écoles, entre autres l'école de journalisme, de télécommunication et l'école des arts et images en numérique. Elle existe depuis 1992. Qui succédera à Pagasoro Koné? Réponse le 8 décembre prochain. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a lancé la 20e édition du prix Ebony. Tenez-vous bien, cérémonie parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mais avant, cérémonie de lancement à la Maison de la Presse. On y va tout de suite avec Serge Collier. C'est reparti pour le prix Ebony du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire.
L'édition 2018, la 20e du genre, sera marquée, selon le président de l'UNGCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, par plusieurs innovations. Tous les prix traditionnels sont maintenus, mais en ce qui concerne les prix sectoriels, nous avons tenu à apporter quelques innovations, notamment un prix spécial pour la lutte contre la fraude dans le secteur de l'électricité. Je l'ai annoncé, le jury sera remanié, mais ce sera en collaboration avec les membres actuels du jury. La soirée Ebony 2018 marque également la fin du deuxième mandat du président de l'UNGCI. Moussa Traoré entend honorer les soutiens de l'organisation à travers 2 super Ebony d'honneur. Parrain de cette cérémonie de lancement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité salue le prix Ebony, symbole d'excellence dans le milieu de la presse. Nous avons tenu à saluer le professionnalisme des journalistes de Côte d'Ivoire qui a permis aujourd'hui depuis 20 ans de préserver un prix dont la renommée a dépassé les frontières. Et nous ne sommes pas surpris que Madame la Première Dame ait accepté de prêter son image au prix à décerner à l'occasion du 20e anniversaire du prix Ebony. Les candidats à la succession de Kone Pargasoro de la RTI Super Ebony 2017 sont invités à participer. Les productions publiées d'octobre 2017 à octobre 2018 seront prises en compte. La course est donc lancée, Serge Coléa. Sur le terrain politique, l'heure est à la sensibilisation sur le parti unifié et le processus de révision de la liste électorale, notamment au RDR. Une délégation de la haute direction du Rassemblement des Républicains est conduite par le secrétaire général adjoint chargé des élus locaux, Lanciné Diaby, a rencontré à cet effet les militants de la région du Guémon. C'est ce que nous dit Evoué. Le Rassemblement des Républicains RDR à la rencontre des militants de la région du Guémon. Une délégation de la haute direction conduite par Lanciné Diaby, secrétaire général adjoint chargé des élus locaux, est allée au contact des militants de Fakobli, Kubli, Bangolo et Diokwe. Objectif, sensibiliser sur la création du parti unifié RHDP. Et ce parti unifié permettra de mettre la Côte d'Ivoire sur les rampes du développement. Et la Côte d'Ivoire étant déjà déclarée par les institutions de Bretton Woods de pays pré-émergents, cette dynamique ne devrait pas s'arrêter et nous devons contenir nos ambitions, nous mettre ensemble dans l'union et dans la paix, construire une nation forte et prospère. L'émissaire de la case verte a aussi exhorté les militants de la région du Guémon à prendre massivement part au processus de la révision de la liste électorale. Surtout les nouveaux majeurs. Le premier message aux nouveaux majeurs, c'est de ne pas se mettre en marge du processus de développement. Et la première manière de participer, c'est de participer aux prises de décision. Et lorsque vous participez aux prises de décision, vous pouvez orienter les politiques. Et aujourd'hui, les problèmes sont nombreux pour les jeunes. Et ce n'est pas en se mettant hors de la République que vos problèmes seront réglés. Une rencontre saluée par les responsables locaux du RDR qui se sont déjà mis en ordre de bataille. Nous avons formé des comités de mobilisation qui font du porte-à-porte pour recenser tous les nouveaux majeurs qui ne sont pas en règle. Pour recenser également tous nos frères, nos parents omis du recensement de 2016. L'heure de la mobilisation a donc sonné pour les militants du Guémon qui sont prêts à relever les défis futurs. On se retrouve demain, même heure.